Je m'appelle Yann Prado, j'ai 50 ans. Je suis professeur de mathématiques au lycée et j'ai, il y a 3 ans, publié aux éditions Alia un livre qui s'appelle Algèbre et qui parle d'un mathématicien qui s'appelait Alexandre Grothendieck. C'est un texte un petit peu hybride, ce qu'on appellerait techniquement aujourd'hui une exofiction, c'est-à-dire une partie biographique mais avec des extérieurs ou des sorties qui sont beaucoup plus libres. Donc c'est pas une biographie au sens premier du terme, c'est pas un roman non plus, donc c'est entre les deux. Il y a une biographie en anglais écrite par un mathématicien allemand qui s'appelle Winfried Charlot. Et il y a Leila Schnepps, qui est une mathématicienne américaine qui travaille et qui vit en France, qui entretient aussi la mémoire de Grothendieck sur un site internet qui s'appelle le Grothendieck Circle. Grothendieck a été complètement graphomane, donc il a laissé des milliers de pages derrière lui, et notamment un texte qui est disponible sur Internet et qui s'appelle Récolte et semailles, et qui est un texte écrit par Grothendieck. Il a longtemps caressé l'idée qu'il existe une édition de ce texte. L'intro fait 100 pages, la table des matières en prend 30, et puis après il y a des notes dans les notes et des renvois dans les renvois, donc c'est extrêmement compliqué. Grothendieck n'étant pas toujours, voire pas du tout de bonne foi, il s'en prend à tous ses amis sur qui il tire sans hésitation. Grothendieck s'est embrouillé avec tout le monde. Donc les sources, elles ont été là, et après, quand j'ai pas eu les sources, j'ai comblé, parce qu'effectivement, une bonne partie de ce que je disais était aussi ce que moi j'ai voulu dire. Je suis parti de Grothendieck pour parler d'autre chose. Grothendieck, c'est d'abord quelqu'un qui a vécu dans une grande solitude avant les mathématiques. De par son histoire, il est né en 1928 à Berlin, puis la guerre est passée dans sa vie, la deuxième. Il a été interné avec sa mère qui était allemande dans les camps que la France avait construits pour accueillir les réfugiés espagnols du temps de la guerre républicaine, de la guerre d'Espagne. Et son père était un révolutionnaire anarchiste, est mort dans les camps. Enfin, toutes ces choses-là sont rentrées aussi en résonance avec une partie de mon histoire personnelle, puisque mon grand-père est aussi mort dans les camps, alors d'une manière très, pas dire différente, mais en fait, il n'a jamais été très très sûr que mon grand-père soit mort. Après-guerre, la question de que sont devenus les déportés français, les survivants, se pose à toutes les personnes en France, et donc ma grand-mère, qui entame des recherches avec sa belle-mère. Et dans l'un des canards de l'époque, il y a une liste de Français récemment libérés et en instance de rapatriement de la ville d'Odessa. J'ai la liste ici, j'ai l'exemplaire de ce journal, et à la main, à côté, écrit par mon arrière-grand-mère, donc la mère de mon grand-père, il y a écrit « Cette liste était fausse ». Alors il s'avère qu'on n'est pas très sûr, la vérité n'a jamais été très, très, très claire, il n'y a pas d'assurance que mon grand-père ait été soit libéré, qu'il ne soit pas mort avant, soit libéré des Russes. Et ça a été une sorte de fantasme fondateur, le fantôme pour mon père, que mon grand-père a été gardé par les Russes à l'époque. Donc, il a, je crois, il y a cru, c'est cette manière de croire sans croire, c'est-à-dire que difficile de trancher. Tant qu'on n'a pas un mot, tant qu'on n'a pas un corps sur lequel dire voilà, je vais devoir faire mon deuil de cet homme. Donc il n'a jamais fait son deuil, entretenu peu ou prou sans qu'elle le veuille par ma grand-mère qui est restée veuve 60 ans. Donc ce destin-là est entré en résonance avec celui de Grothendieck, parce que une partie, enfin son père est aussi mort en camp, il a été révolutionnaire, résistant, enfin donc ces choses-là sont rentrées en résonance. Quand j'ai commencé à écrire le texte, Grothendieck vivait.
Et Alexandre Grothendieck vivait, mais personne ne savait où il était parce que pendant les 25 dernières années de sa vie, il s'est exilé, un exil intérieur en France. Il est resté en France, dans cet endroit de France où vont tous les gens qui ne veulent pas qu'on les retrouve, l'Ariège. Et quand j'ai commencé le texte, donc il était vivant et on ne savait pas où. Et quand j'ai terminé le texte, il était mort et on savait parfaitement où. Grothendieck, c'est en quelque sorte c'est un enfant de rien, de pas grand-chose, et qui devient le grand mathématicien. Donc il y a ce côté transclasse. Ce que j'appelle un transclasse est un phénomène qui a été abondamment décrit par Richard Hogarth, qui décrit son parcours et qui, alors il ne se qualifie pas de transclasse, c'est arrivé par la suite, mais en fait ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on appelle les déclassés par le haut, c'est-à-dire des gens qui, comme Grothendieck, comme Hogarth, comme moi, sont issus d'une classe et qui, grâce ou à cause de l'éducation, arrivent à la classe du dessus. Et ça crée des grands décalages, ça crée aussi une grande solitude, parce que, et Hogarth a cette phrase qui résume extrêmement bien la situation, il dit de lui, et c'est je crois ce qu'on peut dire de transclasse, par rapport au milieu d'arrivée, c'est je vis avec vous, mais je ne suis pas des vôtres. Ce trajet-là a fait que je suis rentré dans un milieu et j'ai fait connaissance de personnes pour qui être agrégé était un minimum. C'est-à-dire qu'un minimum, parce que agrégé ou normalien, éventuellement, c'est un peu mieux, mais ça va de soi. Donc, affaire à des gens qui ont une culture du concours et de la réussite scolaire et de la méritocratie à la française. Je suis arrivé là en n'ayant absolument pas cet arrière-plan, cet environnement. Donc c'est vrai que ça crée un décalage qui est extrêmement à bas bruit. Évidemment, les collègues sont des collègues. Mais il y a des moments où on sent qu'il y a comme ça un décalage, qu'on n'est pas du même monde. On se retrouve au milieu de nulle part. On vit dans un monde, mais ce n'est pas les nôtres, et on n'est plus non plus dans le monde dont on est issu. Donc on est, d'une certaine manière, on est traître à tout le monde. C'est la position du transclasse, c'est une position qui est d'être le traître à son mode d'origine et qui est considéré comme traître au monde d'arrivée. Il y a quelque chose que je trouve particulier par rapport au domaine mathématique, c'est qu'il y a très peu, voire pas du tout, de dynastie mathématique. On ne peut pas esbrouffer, il n'y a pas d'imposteur en mathématiques. On ne peut pas prétendre, puisqu'on est le fils de Euclide, on est un bon mathématicien, un grand mathématicien. Il n'y a pas de phénomène d'aristocratie. Il serait intéressant d'avoir une étude sociologique un peu poussée des origines sociales des mathématiciens. Je parle des grands mathématiciens. Gauss, dont j'ai pas parlé, il était là quand je parlais de géométrie non euclidienne. Gauss est né famille pauvre, mère analphabète. Donc c'est une discipline, la mathématique, dans laquelle peut-être que le nombre de transclasses est supérieur à d'autres domaines. Je dis peut-être, j'ai pas le moyen de répondre à cette question.